Bonjour à tous et bienvenue. Le travail des enfants est un problème mondial touchant aussi bien les pays industrialisés que les pays en développement. Actuellement, on estime qu'au moins 250 millions d'enfants doivent travailler. Une situation scandaleuse qu'on dénonce dans Ça fait l'actualité. Comment la situation a-t-elle évolué en Côte d'Ivoire? Réponse de Siaka Koné. La Côte d'Ivoire, active dans la lutte contre le travail des enfants. La célébration, l'organisation de la 22e journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants, JMTE, le 9 novembre dernier, en est l'illustration. Justice pour tous, éliminons le travail des enfants. Thème de cette journée à laquelle était associée l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Selon le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS, le taux de prévalence nationale du travail des enfants dans plusieurs secteurs d'activité économique a connu une baisse de 19,7% ces 10 dernières années. Des actions intensives de remédiation ont été menées. Effort salué par le gouvernement américain. Sur 131 pays évalués, la Côte d'Ivoire fait partie des 4 premiers pays au monde et le seul du continent africain ayant reçu la note la plus élevée en termes d'avancées significatives au cours de la période 2022. Travail domestique, exploitation sexuelle à des fins commerciales, travail en servitude, travail militaire, travail dans l'industrie et dans les plantations, le travail familial et les métiers des rues. Nombreux sont les enfants qui, aujourd'hui encore, sont contraints de travailler d'une façon qui compromet leur éducation, les prive des plaisirs de l'enfance et supprime leur droit à un développement physique et mental normal. Le 12 juin marque la journée mondiale contre le travail des enfants, d'après la Convention internationale des droits de l'enfant, qui stipule dans son article 32-1, les États parties reconnaissent ce droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Alors comment mettre fin à ce fléau? Comment les États s'organisent pour protéger les plus vulnérables? Pour en parler, je reçois Nathalie Nguessan, présidente de l'ONG Cœur d'Or International. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et Éric Goré, journaliste, prix spécial de la lutte contre le travail des enfants. Bonjour et bienvenue. Oui, bonsoir Fatim. Alors on va commencer avec vous, cher confrère Éric Goré. Quelle est finalement la définition du travail des enfants? Est-ce que tout travaux ou aide manuelle peut être considéré comme illégal? Alors d'abord, pour parler même du travail des enfants, il faut parler de qui est l'enfant. Alors l'ONU définit l'enfant comme celui qui est âgé de moins de 18 ans. Alors, un mineur. Oui, un mineur. Celui qui est âgé de moins de 18 ans, c'est un mineur et il a le droit à son épanouissement, il a droit au jeu, il a droit à être, je vais dire, pris en charge par des parents. Lorsque cette personne-là est appelée à travailler, c'est appelé travail des enfants, travail de l'enfant. Maintenant, ça dépend de quel contexte. Si ce travail lui permet d'aller à l'école, c'est des tâches ménagères ou bien des petites tâches pour accompagner ses parents, il n'y a pas de problème. Mais tant que ce travail a une reproduction économique, c'est-à-dire que ce travail sert à l'enfant à surtout pouvoir injecter ou pouvoir permettre à ses parents d'avoir un fonctionnement, je veux dire au foyer de faire un bon fonctionnement avec ce qu'il a eu dans cette activité, c'est appelé travail de l'enfant. Donc vous allez dire, c'est travail contre salaire. Si on le rémunère, si on lui donne de l'argent, c'est considéré comme un travail? Oui, c'est considéré comme un travail, mais ça dépend de la période. Vous allez voir des étudiants de moins de 18 ans ou bien des élèves qui utilisent leur mois de vacances. Ils disent que c'est un job de vacances. Ça, ce n'est pas appelé travail de l'enfant. Mais quand ce travail-là a un obstacle à la vie scolaire de cet enfant, alors c'est appelé le travail des enfants. Parce que ça ne lui permet pas de continuer son circuit scolaire. Voilà. Alors, quelques mots sur votre ONG qui s'occupe principalement des personnes en situation de précarité. Est-ce que les enfants sont beaucoup touchés? Effectivement, les enfants, dans le constat qui est fait, beaucoup d'enfants sont touchés par ce fléau. La précarité?
la précarité. Et ça, comment ça se traduit? Qu'est-ce que vous voyez, vous êtes sur place? Bon, sur place, on peut constater des enfants qui sont délaissés, qui sont déscolarisés et qui sont souvent dans les rues. Et ce sont des enfants qui travaillent parce que les parents leur demandent de travailler ou c'est eux-mêmes qui souhaitent travailler? Bon, on en trouve de tout. Il y en a qui travaillent parce que les parents, vu la précarité, la situation financière précaire, effectivement, l'enfant est obligé de travailler. Et pour rejoindre mon confrère Éric Gouré, tout à l'heure, il disait dans son allocution que tout travail qui permet à la famille de se prendre en charge partant du travail de l'enfant est une violation, voilà, du droit de l'enfant. Et donc, généralement, c'est le constat que nous faisons. Des enfants qui sont obligés d'abandonner leur enfance et qui deviennent très tôt des adultes. Et c'est le constat que nous faisons sur le terrain. On va s'intéresser à ce qui se passe dans le monde et après, avant de focaliser sur la Côte d'Ivoire. Là aussi, est-ce que ça concerne tous les pays, c'est-à-dire hors l'Afrique et l'Asie, et comment finalement ça se manifeste? Alors, on parle de 250 millions d'enfants qui sont exploités et qui travaillent. Vous allez par exemple en Bolivie, là-bas, c'est une loi qui dit à un enfant de travailler même à partir de 10 ans. Voilà, c'est une exploitation. Alors, ça, c'est en Amérique latine? En Amérique latine, oui, en Amérique du Sud. Sud-américain, j'allais dire. Alors, là-bas, c'est légalisé à 10 ans. L'enfant va au travail et il participe au fonctionnement, aux dépenses de la famille. Et c'est même fait en loi. C'est-à-dire que c'est légalisé et malgré tout ce qui est en train d'être fait, c'est légalisé. Donc, effectivement, le monde entier compte le travail des enfants, tous les pays, sans exception. Seulement que le pic, c'est forcément en Afrique et en Asie, suivi par le Pacifique. En Asie, je voyais il n'y a pas longtemps un scandale dénoncé par les médias français sur les parfums de luxe qu'on achète dans les grands magasins. Il semblerait que ce soit les enfants qui ramassent en fait toutes ces feuilles, toutes ces tiges ou toutes ces fleurs qui vont participer à élaborer ces parfums pour les grandes marques. Ça vous étonne, ça vous surprend? Il y a eu d'autres scandales avec d'autres grandes marques internationales? Oui, que je ne suis pas forcément, parce que si vous parlez de ce constat, si c'est un média qui l'a fait, bon, on peut douter de son originalité, parce que vous savez qu'avec cette affaire du problème du travail des enfants, il y a trop de déclarations. À un moment donné, il y a une structure internationale qui avait aussi accusé la Côte d'Ivoire d'utiliser des enfants dans ses plantations. Ce n'est pas parce que les enfants ne sont pas dans les plantations en Côte d'Ivoire, mais les enfants ne représentaient même pas 2%. Mais ils ont fait croire que... Vous trouvez qu'on exagère, qu'on exagère des fois la situation? Oui, non seulement on exagère, mais après, vous avez parlé d'un produit spécifique. Ça aussi, ça peut être le concurrent qui est derrière, qui peut, pour je veux dire, des problèmes de concurrence, donner une étiquette à ce parfum dont vous parlez, pour dire, n'achetez plus ça parce que derrière, il y a des enfants qui travaillent. D'accord, donc méfiance. Maintenant, il y a aussi une réalité. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Revenons donc en Côte d'Ivoire. Ces enfants, ils travaillent dans quel domaine d'activité, généralement? On parlait de l'agriculture, là, du cacao, mais pas que ça. Ils travaillent dans quel domaine d'activité? Ceux que vous rencontrez, ils font quoi de leurs 10 doigts, du petit doigt? Ils sont dans les rues. Il y en a qui vendent de l'eau aux abords des routes. Il y en a qui accompagnent même leurs parents dans la mendicité. Il y en a qui sont dans des métiers où ils sont obligés de supporter des engins qui sont bien plus lourds qu'eux-mêmes. Voilà. Donc déjà, il y a la part belle à faire quand on parle... Travail d'enfant. Et aussi le travail domestique dans les maisons. On a des jeunes filles de bas âge, mineures, qui travaillent aussi dans des foyers comme servantes. Effectivement. Comment cela vous interpelle, tous ces différents métiers C'est de l'exploitation. Oui, il y a l'exploitation, il y a la traite, il y a même l'esclavage. Seulement, ce qui est un peu, je veux dire, difficile à comprendre, c'est que ça se passe dans des familles qui sont pauvres.
Est-ce que c'est parce qu'on est pauvre qu'on se donne le droit d'empêcher son enfant d'évoluer normalement? Est-ce que si cet enfant-là ne va pas, je veux dire, ne se donne pas au travail, ne va pas travailler, est-ce que le foyer ne peut pas continuer? Est-ce que le père ne peut pas vivre? Est-ce que la mère ne peut pas vivre? Pourquoi déposer toutes ces charges sur des enfants innocents? Moi, j'ai rencontré une dame elle a parlé tout à l'heure de charges, qui était dans un quartier voilà, de Yopougon. Voilà, et derrière elle, il y avait une petite fille de 8 ans qui portait un fardeau vraiment lourd. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu permets à la petite là de faire ça? Elle dit, non, mais j'ai personne. Donc, j'ai personne. Donc, c'est ma fille qui doit le faire. Et ça, c'est justifié. J'ai personne. Comme j'ai mon enfant, c'est elle qui doit le faire. Et ça m'a choqué. Et... Mais donc, à qui on doit parler? Aux parents? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les parents, quand vous leur dites que les enfants doivent aller à l'école et pas travailler? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Bon, généralement, les personnes qui travaillent, les enfants qui travaillent dans les ménages, ce sont des personnes qu'on a enlevées du village. La plupart, ce sont des filles qu'on a enlevées du village et qui... motif donné par eux, leurs parents dans le village, c'est que l'enfant soit refuse d'aller à l'école. L'enfant refuse d'aller à l'école, donc c'est encore une bouche de plus à nourrir. Donc il fallait que l'enfant vienne auprès d'une tante à Abidjan, dans la ville, pour pouvoir se prendre en charge. Mais généralement, le constat qui est fait, c'est que l'enfant qui travaille, cet argent-là est reversé à la famille. Ce n'est pas qu'un compte est ouvert pour l'enfant, pour les jours à venir, non. Cet argent qui est recueilli est directement transféré aux parents qui vivent de cela. Donc, vraiment, il subvient aux besoins de sa famille, en fait. Oui, de sa famille. Souvent, il travaille, mais ce n'est pas lui qui encaisse l'argent. Alors, il vient, il travaille. Si c'est 30 jours, il fait ses 30 jours, mais la personne passera tous les mois pour récupérer l'argent. Et la personne dira, si vous voulez le payer, là, ne lui donnez pas directement. Hein. Moi, je passerai pour prendre l'argent. Et généralement, on les paye moins bien que des adultes, j'imagine. Oui, mais ça c'est aux petites échelles. Quand elle parle de travail, de ménage, ça, c'est à une petite échelle. Mais là, on parle de choses, de l'industrie même qui utilise ces enfants-là, des industries dans le monde qui les utilisent, que ce soit le textile, que ce soit dans des grandes usines pour la fabrication, la transformation des produits. Voilà, ça, c'est une grande échelle. Et la main-d'œuvre coûte moins cher quand ce sont des enfants. Mais ce que la dame vient de dire, c'est plutôt à une petite échelle, au niveau rural, où quelqu'un envoie sa petite nièce ou sa cousine, moins de 18 ans, aller faire un travail et puis vient prendre 30 ou 40 000. Alors que l'autre côté, c'est toute une machine qui est derrière. On en transfère même ces enfants d'un pays à un autre. Voilà, et je ne vais pas citer certains pays ici qui envoyaient à un moment donné des enfants en Côte d'Ivoire pour l'exploitation dans des plantations. Mais justement, en 2019, donc vous êtes... Déjà, pourquoi ce choix? Vous avez reçu, certes, le prix lié à la lutte contre le travail des enfants, mais pourquoi avoir choisi ce sujet? Il y en a tellement en tant que journaliste. Et qu'avez-vous constaté, justement, à ce moment-là, en 2019? Oui. Moi, j'ai été interpellé parce que autour de nous, on voyait des enfants qui n'avaient pas peur de venir vous tendre soit un mouchoir à vendre, soit une plaquette d'œufs. Ils disaient je vends les œufs, ou soit un produit quelconque. Et puis, c'est à quelle heure? Nous sommes des noctambules, souvent nous sommes dehors. Et à 3 heures du matin, excusez-moi, c'était à une période donnée. Maintenant, je ne suis pas à 3 heures du matin dehors, mais là, voilà, je parle un peu de ma jeunesse. Et puis, je voyais ces enfants-là qui étaient là, soit une plaquette d'œufs sur la tête, tonton, je vends les œufs, ou un produit quelconque, ou des mouchoirs. Et puis, je regardais l'heure, et puis je me demandais où pouvaient être leurs parents. Parce que moi, je ne peux pas être couché chez moi et puis me rendre compte que mon enfant n'est pas encore rentré et puis ça ne me dit rien. Donc, je me posais ces questions. Donc, je me suis dit que je pouvais aussi faire des reportages pour sensibiliser. Et heureusement, peut-être que le jury a décidé que ce soit l'un des meilleurs reportages, qui s'est intéressé à un jeune, voilà, qui a fini
en prison après s'être donné sur instruction d'une dame qu'il ne connaissait même pas au travail des enfants. Il travaillait pour cette dame-là. Il a perdu simplement une brouette et il s'est retrouvé en prison. Et la suite a été catastrophique. Il fallait que j'en parle. Alors, revenons sur le terrain. Effectivement, on l'a dit, que les causes, c'est d'abord d'ordre financier. Maintenant, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça engendre comme conséquence pour un enfant de travailler? Parce que certains vous diront qu'on est en train de les former, forger, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas tout à fait le cas. Éduquer. Les éduquer même. Voilà, leur apprendre à être des hommes de demain, leur apprendre à prendre la relève, les préparer à prendre la relève. Il y en a des parents qui disent cela. Bon, déjà, on peut constater que l'enfant qui a été maltraité, on dira comme ça, maltraité, délaissé à lui-même, on garde forcément des séquelles. Quand on finit par grandir, on garde ces séquelles. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on raconte, mais avec peine et avec douleur. Parce qu'on parle maintenant de violence, on parle de maltraitance, mais il y en a qui sont sujets à des cas de violence. Voilà. Il y en a qui sont battus, vous voulez dire? Battus. Il y en a qui sont violés. Il y en a qui sont chassés. Il y en a qui prennent même la rue pour refuge. Oui. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous les rencontrez, vous essayez de faire la médiation. Ils diront peut-être, ah, maman n'est plus, ou bien maman n'est plus là. Je suis avec papa, papa s'est remarié, la situation à la maison est difficile. Donc, je fuis la violence, je fuis la maltraitance et je préfère encore la rue, parce que dans la rue, personne ne me bat. Parce que dans la rue, personne ne m'accuse pour rien, au fait. Donc déjà, ce sont des personnes qui grandissent et qui... Mais donc ça veut dire que s'il n'y a personne qui s'occupe d'eux, ils vont travailler pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins, manger... Voilà, manger même les restes des nourritures que les gens laissent dans les restaurants. Alors, il faut savoir faire la différence. Là, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ça fait partie de l'éducation africaine? Oui, moi, je me levais avant d'aller à l'école, il fallait essuyer le salon, laver la douche, mais ça m'a forgé. C'est différent de mettre un enfant face à son destin pour qu'il puisse travailler pour vous nourrir. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus éduquer un enfant, c'est l'exploiter. Voilà, c'est le traiter d'esclave. C'est lui qui doit aller chercher. Et même quand il vient, souvent on dit que l'argent que tu as eu, c'est pas beaucoup. Est-ce que tu es allé faire le travail? On le compare à son frère. Alors, ton frère, il est allé, il est venu avec tel, et toi, tu es paresseux. Mais quelles sont les conséquences alors pour un enfant qui a travaillé très tôt? Quand il grandit, qu'est-ce qui est parlé de séquelles, traumatisme? Comment ça c'est que... Oui, les conséquences, il y a un problème d'intégration. Vous savez que le petit du quartier qui vend le charbon avec son père, qu'on voit toujours sur la tête en train de vendre le charbon à son père, ses amis même ne le considèrent pas comme leur ami. Il a un souci d'intégration. On le voit comme une personne de seconde zone d'abord. On le stigmatise. Il est stigmatisé voilà, par ses propres amis. Et puis, on a parlé de charges lourdes. La charge lourde va forcément être un obstacle à son développement physique. Il peut garder toutes ces séquelles toute sa vie. Pourquoi les autres, chaque fin d'année, ils doivent, je parle de Noël, ils doivent avoir leur cadeau. Moi, pourquoi? Pendant qu'on fête Noël, moi, je dois aller travailler. Je peux dire que ça va lui marquer toute sa vie. Son intégration sera difficile. Et... Je voulais dire que finalement, ne pas avoir d'enfance, entre guillemets, normale, c'est déjà une conséquence grave. C'est déjà une conséquence. Par contre, vous n'avez pas souligné quelque chose d'important, c'est l'école. On l'a dit en début. C'est ça le vrai drame du travail des enfants, c'est de ne pas pouvoir suivre de scolarité. On a l'habitude de dire, une fille, par exemple, qui n'a pas été scolarisée, peu importe le niveau c'est-à-dire que la personne qu'elle épouse demain, malheureusement, si elle épouse quelqu'un qui est vraiment nanti, on viendra lui demander, mais et ton époux? Elle fera honte au titre de son mari, parce qu'elle va lui dire, elle va dire simplement au visiteur, mon mari, elle est sortie. Parce que même apprendre à lire et écrire, c'est important pour un enfant. C'est important pour un enfant. Donc, il faut donner la chance à tous les enfants de pouvoir être des personnes demain. Voilà. Donc, la scolarité. Oui, la scolarité qui est bafouée contre son gré, parce que lui n'a pas demandé de ne pas aller à l'école. D'abord même, il n'a pas demandé de naître. Il est né, il a des droits. Et il doit profiter de ces droits-là comme ses autres amis, quel que soit le niveau de vie de ses parents.
Alors, comment la situation a évolué? Bon, vous, depuis 2019, et vous, depuis que vous vous occupez de ces cas-là, vous pensez que ça progresse positivement? Que vous pensez qu'il y a une prise de conscience générale sur ces questions? Alors, moi, j'ai vu un communiqué de l'Organisation des Nations Unies, de l'OIT d'ailleurs, qui est une branche de l'Organisation des Nations Unies, qui dénonce que depuis 20 ans, on n'a pas encore eu un chiffre encore élevé comme ces 10 dernières années. Au lieu que de faire régresser le fléau, il s'accroît. Et c'est dommage. Malgré tout ce qui est fait, malgré toutes les sensibilisations, le phénomène s'accroît. Mais comment vous l'expliquez? Et pourtant, je n'allais pas vous interrompre, et pourtant, l'objectif pour les Nations Unies, c'était d'éradiquer totalement ce fléau en 2025. On est à quelques mois. C'est raté. C'est raté. Et là aussi, comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qu'il faudrait? Plus de prévention, plus de sanctions? Pourquoi on régresse? Bon, moi, pour ma part, je pense qu'il y a moins, il n'est pas fait assez de sensibilisation. Oui. Mais pourtant, il y a 2 jours dans l'année qui sont dédiés à ça. Il y a le 12 juin et au mois de novembre aussi. Il est bon d'ériger des journées pour commémorer, mais il est encore mieux d'aller sur le terrain. Il est encore mieux d'aller sur le terrain. Quand on est sur le terrain, on est face aux réalités. Et là, il est mieux de pouvoir rencontrer les personnes, les acteurs même. Qui les parents, voilà, les parents, les enfants, les employeurs et tout ça, et sensibiliser ces personnes-là. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents pour les convaincre, puisqu'en même temps, certains nous regardent et certains ont conscience ou pas conscience d'exploiter leur enfant. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur faire changer d'avis, les faire changer d'avis sur ces questions-là? Alors, elle a parlé de sensibilisation, mais en Afrique, il faut faire la répression. La répression. Seulement que notre répression est toujours collée au droit pénal. C'est-à-dire, tant que tu ne dis pas au monsieur, à celui qui pose cet acte-là, que si tu fais, tu vas aller en prison. Tant que tu dis, si tu fais l'indice de ton pays, là, ils vont diminuer, ils vont mettre sur la liste, ils vont mettre la Côte d'Ivoire sur la liste des pays qui pratiquent le travail des enfants, lui, il s'en fout. Mais tant que la sanction n'est pas pénale, tant qu'elle est une sanction, je veux dire, je peux appeler ça morale, pour les mœurs, ça ne gêne personne. Et malheureusement, les sanctions ne sont pas pénales. Les mesures prises ne sont pas pénales. Et ça fait que chacun continue, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique tout entière. Et il y a des pays que je ne vais pas citer ici, qui sont très... où le travail des enfants a un taux très, très élevé. Donc vous nous dites qu'il n'y a pas assez de sanctions, mais en même temps, il y a des lois internationales, on le voyait quand on parlait... Des conventions. Voilà, des conventions qui permettent... Est-ce que ce n'est pas un système qui peut être utile? Par exemple, quand on parlait du cacao en Côte d'Ivoire, on vous dit que dans le cadre de la déforestation, et en cadre de développement durable, il faut respecter certaines règles pour pouvoir bénéficier des marchés occidentaux. Est-ce qu'il faut passer par là, faire de ce type de menaces au pays pour que les choses changent? Oui, ça se passe. En Asie, il y a des pays qui ont été menacés parce que là-bas, je ne me rappelle pas du pays, mais c'était deuxième sur le plan mondial dans la production du coton. Alors quand les gens se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui interviennent dans tout le processus de récolte du coton, ils ont suspendu le pays. Et je pense que le travail des enfants a baissé de 50%. Ça a été efficace. Donc il faut menacer les États. Les États. Vous aussi, quel plaidoyer vous voulez faire vis-à-vis de l'État de manière générale ou des parents, encore une fois? Qu'est-ce qu'on peut dire aux uns aux autres? Monsieur Gorée parlait tout à l'heure de la sanction. Généralement, c'est la clé ou c'est le moyen que les gens comprennent le mieux. Mais je renchéris encore sur la sensibilisation. La sensibilisation, aller au contact des riverains. Je disais tout à l'heure que quand un enfant est dans le ventre, il appartient à la mère. Mais une fois qu'il sort, il appartient à tout le monde. S'il réussit, s'il devient champion national, c'est une affaire de la nation tout entière. Donc, ce sont ces personnes-là qu'on travaille, ce sont ces personnes-là qu'on prépare à être ces futurs champions de demain. Sanctionner, c'est bon,
Mais déjà, moi, j'interpelle voilà, j'interpelle l'État à suivre au mieux, voilà, ce qui est fait sur le terrain, que ce soit au niveau de de la prévention ou des sanctions. J'interpelle l'État à faire encore plus par rapport, voilà. Mais nous, citoyens, bon, nous aussi, quelque part, nous sommes un peu l'État, mais nous, citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne doit plus acheter les mouchoirs à un jeune mendiant parce qu'il va se faire exploiter. On ne doit plus embaucher des jeunes filles mineures pour faire le ménage chez nous. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que citoyens? Quels actes on doit poser pour mettre fin à cette espèce de mafia, finalement? Alors, je vais vous donner des chiffres. Avant 2011, dans les plantations ivoiriennes, on trouvait 1 200 000 enfants. 1 200 000 enfants 200 000. qui travaillaient. Alors, ce chiffre est réduit. Nous sommes passés de 1 200 000 à 600 000 enfants. Ça veut dire que... De moitié moins, on a réduit de moitié moins. Voilà, c'est en train de... Au niveau donc, national, les structures, je ne peux pas parler des structures sans parler de Children of Africa, voilà, qui est donc Children of Africa, qui est donc la structure de la Première Dame qui travaille, qui va au contact donc, des parents, qui aide ces parents-là à sortir de la pauvreté et surtout à libérer leurs enfants pour leur permettre de reprendre le chemin de l'école. Il y a même un centre d'accueil qui a été construit à Ferqué en 2021 qui accueille tous les enfants qui sont exploités dans cette zone-là. Donc, effectivement, il y a la sensibilisation, mais à côté de la sensibilisation, il faut des actions concrètes. Allez, ça sera le mot de la fin, sensibilisation, sanction, donc le fameux cocktail. Merci de votre attention et restez fidèles à la première chaîne.